Bonjour à tous. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui ici dans ce bel amphithéâtre. Donc je me présente très rapidement, je suis Jérôme Charrier. Je suis responsable au CEREMA de l'activité sur les politiques et les services de mobilité, et parmi lesquels la question du MaaS. Donc merci à tous de votre présence. Je vais faire une introduction en binôme avec mon cher collègue Jean Seng de la DGITM. Très rapide pour vous expliquer ce qu'est cette dynamique de l'Observatoire du MaaS et puis comment ça va se passer un petit peu aujourd'hui. Très rapide, puisqu'on a beaucoup d'interventions ensuite qui sont toutes plus intéressantes les unes que les autres, avec un timing assez rythmé, donc je pense que vous n'allez pas vous ennuyer. Alors pour commencer, vous dire quels sont les objectifs de cet observatoire du MaaS. Cet observatoire, c'est une dynamique qui est partenariale et qui vise à animer les acteurs et les experts en fait, de la question du MaaS en France, avec un côté de partage d'expérience sur l'innovation, puisqu'on est quand même là sur un sujet d'innovation. Un deuxième objectif de cet observatoire du MaaS, c'est de produire des références, des méthodes, notamment pour les collectivités, mais pas que pour les collectivités, aussi pour tous les acteurs économiques, les bureaux d'études qui travaillent sur le sujet du MaaS, pour partager un certain nombre de repères communs. Et donc ces travaux-là de partage d'expérience donnent tous les ans lieu à des groupes de travail techniques et thématiques. Donc tous les ans on définit 3-4 thématiques qu'on va creuser dans le cadre de ces groupes de travail-là qui se veulent partenariaux et de partage d'expériences avec les acteurs qui sont un peu en pointe sur ce sujet-là. Et enfin, dernier objectif de l'Observatoire du MaaS, c'est de partager une vision nationale aussi sur ce sujet-là, avec notamment, vous pourrez retrouver sur l'Observatoire du MaaS, un référencement de l'ensemble des systèmes de MaaS qui sont déployés dans les territoires, qui vous donne du coup cette vision globale et avec un accès aussi à chacun des MaaS finalement pour voir dans quelle mesure les MaaS intègrent tel ou tel type de transport ou pas et intègrent telle ou telle fonctionnalité. Donc on a aussi cette veille dans le cadre de l'Observatoire du MaaS et se porter à connaissance de ce qui se passe aujourd'hui en France. Alors, l'Observatoire du MaaS, c'est avec qui? Deuxième question. Alors, vous le voyez sur ou sur une des diapos qui va défiler juste après. C'est quelque chose de très partenarial, qui est piloté par la DGITM et le CEREMA, mais avec le concours des autorités organisatrices, des opérateurs, des acteurs de l'innovation, donc le GART, Région de France, Agir, ADCET, UTP, FNTV, Alliance d'Immobilité, Syntec, FabMob et la Tech, bien sûr. Et donc cette dynamique partenariale et collective s'appuie aussi sur quelque chose de très collaboratif, puisque les GT qui nous permettent, donc les groupes de travail qui nous permettent tous les ans de creuser une thématique, sont ouverts en fait à la communauté des acteurs qui veulent donner un peu de leur temps pour partager leur expérience sur le sujet du MaaS. Voilà, donc je vous souhaite à tous de très belles rencontres nationales de l'Observatoire du MaaS et je passe la parole à Jean Seng. Merci Jérôme. Bonjour à tous. Donc Jean Seng de la DGITM, c'est Direction Générale des Infrastructures, des Transports et des Mobilités. Donc je suis très heureux de pouvoir compter sur vous, sur votre participation dans cette édition de l'Observatoire des MaaS, de cette rencontre de l'Observatoire des MaaS. Alors quelques mots, je ne vais pas être très long, simplement pour rappeler en termes d'historique, on s'était réunis il y a un peu plus d'un an, en novembre 2022, il y avait eu des rencontres à la Défense pour ceux qui étaient présents à la Grande Arche, et pour ceux qui avaient pu être présents, il y avait eu notamment en fin de journée des annonces, une clôture par le ministre, et donc ces annonces qui portaient notamment sur deux sujets, un sujet, le titre transport unique qui va être présenté un peu plus tard dans l'après-midi, et un autre sujet, le souhait de construire ou travailler ensemble sur une stratégie nationale sur les MaaS. Et donc aujourd'hui, en janvier 2024, on se réunit à nouveau dans cette instance de l'Observatoire des MaaS pour parler de différents sujets. Avant de parler de ces présentations, justement, quelques remerciements. Donc on remercie bien entendu ATEC ITS de nous accueillir dans ce congrès à Montrouge. On souhaite aussi remercier les différents sponsors, ATEC ITS, ADCET, FNTV, UTP, Syntec et Générique, qui ont
permis d'organiser cette rencontre. C'est ouvert à tous et c'est donc très sympathique de pouvoir accueillir tous ceux qui s'intéressent à ce sujet de la mobilité et des services numériques de mobilité. Et donc cet après-midi, on a différentes présentations, des présentations liées à l'Observatoire des masses, des groupes de travail qui ont été mis en place en 2023. Donc il y aura des sessions de restitution de ces travaux. Il y a aussi des présentations d'experts, mais il y a également eu des présentations dans le cadre plus, on va dire, classique du congrès ATEC-ITS. Il y a également des présentations, retour d'expérience d'initiatives locales. On aura le témoignage de quelqu'un de Clermont et enfin, au titre de la DGTM, au titre des initiatives nationales, donc une présentation sur le titre unique et une présentation sur l'article 28 de la LOM. J'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Et donc en pratique, de manière très concrète, on a deux séquences, deux sessions. Une première de 14h à 15h30, puis petite pause, puis de 16h à 18h. Donc on va bientôt appeler pour la première session les premiers intervenants. Donc on vous propose de faire cette présentation en 10 minutes et on prendra des questions-réponses et on veillera à être les timekeepers, les gardiens du temps pour ne pas trop déborder sur le timing. Voilà, merci beaucoup, merci à tous. Et donc je crois dans le déroulé, c'est Laurent, c'est ça qui commence le bal des présentations. Le pupitre ou le micro? Le micro, j'ai un zappette pour les slides ou non? Il passe tout seul ou c'est moi qui les passe? Bonjour à tous, merci. Merci Jean, merci Jérôme. Alors je me présente brièvement. Je suis fondateur de la société Cityway et j'ai quitté le groupe Transdev et la société Cityway il y a 2 ans. Pour créer la société Mobility Metrics, donc c'est pas l'objet, et pour aller vite, Mobility Metrics travaille sur l'analyse et la compréhension de la donnée à l'échelle d'un territoire, sur reconstruction des matrices origine-destination, des flux de déplacement. C'est pas le sujet du jour, donc je vais pas en parler. Et donc j'ai travaillé pendant 20 ans dans le MAS. Oui, le MAS existe depuis plus longtemps que ce qu'on veut bien dire, mais j'ai travaillé pendant longtemps dans le MAS. Et le CEREMA m'a demandé d'animer le groupe de travail changement de comportement. Alors je remercie aussi Sylvain Daou qui va parler après moi. François Maugère, alors Sylvain Daou, il se présentera lui-même, PMP. François Maugère, Agir Transport, qui m'a aidé. Laurent Chevreau, évidemment, qui à l'époque au CEREMA a aidé à copiloter, et Joris Mareld aussi du CEREMA qui a aidé à piloter. Donc ce groupe de travail sur le changement de comportement s'est divisé en 3+1 sujet. D'abord, il a regroupé une 40aine de personnes. On s'est réunis pendant quelques mois. Industriels, collectivités locales. J'ai un slide qui les liste tous. Je ne vais pas remercier tout le monde. Indépendants, voilà. Enfin, un panel très large. Beaucoup de personnes qui connaissaient déjà le MAS. On a eu quelques témoignages de collectivités locales, quelques témoignages de sociétés privées. Donc c'est un beau travail collaboratif. Et dans ce groupe de travail, on a décidé de couper la réflexion en 3 morceaux, plus une. Le premier, c'est être conscient que le changement de comportement, c'est par étapes. Vous passez pas... Alors, on a fait des parallèles avec vous voulez arrêter de fumer, je vais y revenir, ou etc. Mais il y a des étapes pour changer de comportement. Donc, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, ok, à qui on s'adresse? On va le voir, on s'adresse aux automobilistes. On a vite eu un consensus dans le groupe de travail que la cible, c'était les automobilistes, ok. Mais est-ce que ça ne mériterait pas d'être un peu plus fin dans notre analyse? Bon, voilà. Et troisième sujet, de quel levier on dispose pour faire changer le comportement? Voilà. Donc je vais revenir très rapidement sur ces 3 sujets. Il y aura un rapport, Jérôme, je ne sais pas s'il est déjà disponible, il y a un rapport qui a été rédigé, relu, qui va être mis à disposition sur le site France Mobilité. Enfin, voilà, ça vous sera dit plus tard. Je ne sais pas s'il l'est déjà ou s'il va l'être, Jérôme.
Il est disponible, merci Jérôme. Donc il y a un rapport complet d'une 40aine de pages, c'est assez digeste, et je pense que c'est intéressant en prise de conscience de certains sujets. Voilà, c'est un début de travail, mais bon, emparez-vous-en. Et puis quand je disais 3 plus 1, c'est que le quatrième, c'est un persona pour incarner un peu plus concrètement les 3 premiers volets. Donc, un modèle par étape, je disais, quand vous voulez vendre quelque chose, vous êtes commerçant, vous voulez vendre quelque chose, il y a des étapes de la vente. Quand vous voulez arrêter de fumer, tout ça, ça a été bien modélisé, il y a des étapes pour arrêter de fumer. Nous, on a voulu apporter des étapes au changement de comportement, mobilité. Et les étapes, donc on a illustré dans le rapport un peu assez complètement. En face de chaque étape, on met des actions et on dit pour arriver à quel objectif. Hein. Donc, première étape, la personne découvre qu'un MAS existe. Je ne vais pas détailler. Hein. Enfin, deuxième étape, elle regarde, elle analyse. Troisième étape, elle essaye, elle se prépare. Quatrième étape, elle agit, elle le fait. Et cinquième étape, elle reste, on la garde, on ne la perd pas. Donc c'est vraiment étape par étape, la personne arrive à changer son comportement. Et on va l'aider dans chacune de ces étapes. Vous me poserez des questions. Là, ce slide est un peu chargé. Deuxième point, deuxième volet de l'étude qu'on a mené, c'est OK, on va s'adresser aux autosolistes. Globalement, on est les collectivités locales sont à peu près partout en Europe d'accord sur le fait que il faut tout sauf l'autosoliste, tout sauf les gens tout seuls dans leur voiture. Vaut mieux qu'ils marchent, qu'ils fassent du vélo, qu'ils prennent les transports en commun, qu'ils fassent du covoiturage, etc. Donc la cible, c'est l'autosoliste, on est d'accord. Mais sauf que l'autosoliste, c'est vague, c'est vaste, parce qu'il y a des autosolistes qui le veulent, il y a des autosolistes qui le subissent, il y a les autosolistes de la campagne, il y a les autosolistes etc. Donc on a voulu détailler, et je ne vais pas rentrer dans les catégories, on en a listé 9 que vous voyez ici, différents profils d'autosolistes, parce qu'on ne s'adresse pas de la même façon à chacun. Voilà. Donc ça c'est aussi riche en prise de conscience sur les cibles, si on veut être un peu fin. Et enfin, troisième et dernier volet que le détaille bien le rapport, c'est enfin autant que possible, parce qu'on peut aller très loin sur ces sujets, quels sont les leviers dont on dispose pour changer ses comportements. On a distingué 3 familles de leviers. L'offre, on peut agir sur l'offre à la fois modale, l'offre transport évidemment, et tarifaire. Donc proposer des packages, je pense que dans les groupes suivants, on y reviendra, vous y reviendrez un petit peu, faire du paiement à l'usage, etc. Donc ça c'est ce que permet le MAS, et ça peut aider à changer le comportement. Je ne vais pas tous les détailler, je ne sais pas combien de minutes j'en suis. Deuxième volet, c'est l'expérience utilisateur. Il faut que l'application, si on parle d'application smartphone, il faut que ça soit ergonomique, qu'il sache l'utiliser, que ça soit facile d'accès. Mais pas seulement, il faut aussi du guidage. Enfin, voilà, on a détaillé différents volets que les membres du groupe de travail ont jugé important de détailler. Et ça va au-delà de l'ergonomie, c'est vraiment faciliter l'usage et dans chaque étape de changement. Et puis dernier point, le management de la mobilité, c'est alors on a très peu travaillé les volets coercitifs, c'est-à-dire que il y a la carotte et le bâton. Hein. On a très peu travaillé le bâton. Oui, la fiscalité, les interdictions, effectivement, c'est quelque chose qui peut influer sur le comportement, et jouer sur les 2 leviers, ça peut être utile. On a plutôt travaillé sur les incitatifs, le nudge, enfin tout ce qui peut pousser les gens à changer le comportement. On a travaillé sur ces sujets, vous le trouverez dans le rapport. Et puis, dernier point, et je pense que Joël reviendra sur l'intervention suivante, détaillera ce point-là, il faut de la data, c'est-à-dire collecter de la donnée pour comprendre ce qui se passe, et améliorer le système au fur et à mesure. Voilà. Et puis, je disais, le troisième point, c'est on a inventé quelqu'un, Marie, vous voyez, Marie ici, elle a 28 ans, bon, etc. Et on va détailler, c'est un personnage, c'est-à-dire que c'est une personne semi-fictive. On détaille son métier, sa profession, où elle habite, et puis étape par étape, comment on attire, sur les 5 étapes qu'on a décomposées, comment on attire son attention, quel levier on va utiliser pour qu'elle passe.
d'une étape à une autre, comment on va l'aider à franchir les étapes, comment on va la garder, etc. Et ça, c'est c'est une méthode marketing très classique, hein, et très utile pour se projeter. Bon, on n'a fait qu'un persona, il faudra en faire des dizaines. On en a un, emparez-vous-en. Si vous êtes collectivité locale, faites les vôtres, il faut que ça soit adapté. Voilà. Mais ça, c'est très utile pour se projeter concrètement sur le terrain. Voilà. En conclusion, le MAS reste un outil important, essentiel, qui peut faciliter l'usage. C'est pas une solution miracle, hein. Personne ici, je pense, attendra de solution miracle. Ça reste un outil qui peut faciliter l'effort individuel s'il est bien mis en œuvre, bien réalisé. Un outil pratique pour connaître la mobilité et influer identifier les actions efficaces, voilà. Et évidemment promouvoir une mobilité durable. Voilà. Jean, j'en suis à combien de minutes? C'est bien rythmé. Et je remercie toutes les personnes qui sont mentionnées ici. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Des questions dans la salle? La première est toujours la plus dure. Quelqu'un qui a levé au fond. Ghislain. Bonjour Laurent, merci pour la présentation. J'ai une question qui porte sur la phase de pré-contemplation, sur la première étape que tu as décrite. Est-ce que vous avez abordé le fait qu'une des manières pour un automobiliste, surtout dépendant, d'attirer son attention, c'est d'aller lui parler dans une application qu'il utilise déjà? En l'occurrence, aucune application de masse publique, à ma connaissance, ne s'adresse aux automobilistes, ce qui est un peu contradictoire avec l'objectif affiché par tous les acteurs publics en question. Et il y a parfois quelques acteurs privés qui le font. Il y en a des Français et des Américains. Mais en général, eux, ils n'ont pas la possibilité de distribuer les offres masse comme ils voudraient. Donc, est-ce que c'est un sujet qui a été abordé et est-ce qu'il y a une position sur le sujet ou des recommandations? Merci. Oui, c'est un sujet qui a été abordé. Très bonne question. Dans la phase de pré-contemplation, il y a de nombreux leviers qui ont été identifiés. On peut faire des panneaux 4x3 sur la route, on peut faire des spots radio, on peut parler dans les entreprises, aux automobilistes, leur parler dans leurs entreprises, avoir des ambassadeurs dans les entreprises. Voilà. Donc les collectivités locales ont eu plein d'idées, effectivement, celle que tu mentionnes en est une, leur parler dans leur système. Et je pense qu'on a pris aussi le MAS on a pris quelques exemples de MAS, et il y a des MAS qui s'adressent aux automobilistes. Par exemple, dans payer votre parking avec si vous payez votre parking, vous pourriez peut-être acheter un ticket de bus. Enfin, c'est une façon d'attaquer l'automobiliste, et il y a plein de façons qui ont été identifiées effectivement dans le rapport, plusieurs façons. Oui. Bonjour. Et justement, les véhicules sont quand même des coffres de données qui pourraient permettre des communications plus différenciées ou en tout cas personnalisées pour les utilisateurs de véhicules. Est-ce qu'il y a des pistes d'exploitation en fait, des données? Je vais d'un point A à un point B. Finalement, le véhicule, c'est souvent le premier et le dernier mode de transport. Donc est-ce que aussi alerter via le tableau de bord, basiquement, l'utilisateur qui a d'autres moyens de transport à disposition pour le trajet qu'il fait tous les jours, c'est aussi une piste. Merci pour la question. Alors dans ma vie précédente à Cityway, on avait travaillé sur des projets de R&D, un qui s'appelle M2I avec Île-de-France Mobilité, et les R&D de Peugeot et de Renault, enfin de PSA et de Renault. Et effectivement, avec la R&D des deux grands constructeurs automobiles français, on a attaqué le tableau de bord en se disant, via le tableau de bord, on peut pousser de l'info multimodale, on peut inciter au covoiturage, on peut, par exemple, Renault Peugeot était allé assez loin en disant, tiens, vous cliquez là, vous prenez un passager. Enfin, informer sur les transports en commun à bord. Enfin voilà, oui, c'est des sujets qui sont
possibles, c'est pas les plus évidents parce que du côté constructeur automobile, si tu attaques le tableau de bord, tu es dans des cycles R&D qui peuvent durer 10 ans. Donc, mais oui, c'est des pistes possibles. On a encore un peu de temps pour des questions pour Laurent Briand. Bonjour, merci Laurent. Une petite question aussi. Alors donc sur le, est-ce qu'on sait sur les abonnements de transport public, est-ce qu'on sait dire quels sont les gens qui abandonnent leur voiture pour prendre un abonnement? Est-ce que ça se mesure couramment? Parce que moi j'ai l'impression que quand tu prends un abonnement, on ne pose pas de questions particulières sur tes pratiques antérieures voilà. Alors que c'est un chiffre qui serait intéressant. C'est une question pour Joël peut-être. Non, mais pour le groupe suivant, merci Patrick. Ouais, non, on n'a pas effectivement, bonne question, on n'a pas creusé ce point. Je suis convaincu, je pense que c'est ce qu'il y a derrière ta question, que la data est essentielle, les données sont essentielles pour comprendre, analyser et pour avoir des actions marketing. Enfin, c'est la donnée pour la décision, la donnée pour le marketing, la donnée pour tout un tas de choses. Et effectivement, sur cette donnée dont tu parles, on ne l'a pas. Ou à ma connaissance, ou peut-être que quelqu'un dans la salle a le droit de me contredire. Hein, j'ai pas la science infuse. Donc si quelqu'un l'a, qu'il lève la main. Mais moi, je ne l'ai pas. D'autres questions? N'hésitez pas à vous présenter. C'était donc Patrick Jean de la DGTM. D'autres questions? Du coup, pour Laurent. Merci, Laurent Chevreau de ECOV. C'est un peu en réaction à la remarque précédente de Patrick sur cette mesure un peu des changements de comportement. Nous, on voit qu'on est opérateur et du coup, on peut suivre avec la data et la connaissance qu'on a de nos usagers les étapes un peu où ils en sont une fois qu'ils ont commencé à être connus par nous, c'est-à-dire qu'ils sont inscrits et on va pouvoir voir dans quelle mesure ils arrivent à un usage régulier, à conserver l'engagement, etc. Mais on n'a pas les datas des modes précédents, des comportements précédents. Donc là, on réalise des enquêtes. Et voilà, il y a des acteurs qui sont spécialisés dans cette... je pense à Weaver notamment, qui vont aller faire des sondages pour mesurer les évolutions de comportement, etc. Et je pense que la data, elle doit être complétée parfois par des enquêtes pour mesurer le changement. Et voilà, nous on voit par exemple sur certaines de nos lignes, on a jusqu'à 20% de personnes qui se démotorisent ou sont en voie de se démotoriser. Donc voilà, mais ça on ne l'a pas par la data. Donc je pense que c'est un élément clé à avoir dans ces objectifs de changement de comportement par une offre de transport et par un MAS. Merci. Ouais, alors Weaver est intervenu dans le groupe de travail et a fait une présentation de sa plateforme. Et effectivement, c'est quelque chose qui permet d'avoir une connaissance personnelle, merci Laurent de ce complément, du comportement, des attentes, des changements, et de le suivre dans le temps. C'est-à-dire voir la personne, avant elle était automobiliste, et puis elle est passée au vélo. On l'a aidé. Il y a l'accompagnement au changement. Quand je parle d'étapes, avec une plateforme type Weaver, que tu mentionnes, on peut... détecter dans une entreprise, par exemple, qu'une ou deux personnes seraient susceptibles de passer au vélo assistance électrique, parce que pas très loin, bref, on détecte que ces deux personnes et on va les accompagner en disant ok, est-ce qu'on peut vous en prêter une semaine, puis vous aider à l'achat parce que ça coûte 1500 balles, donc c'est pas forcément, voilà, ça peut être un investissement, et donc on peut vous aider à trouver des subventions, enfin voilà. Effectivement, c'est aider, ça peut aussi aider au changement de comportement, et qui dit aider au changement de comportement, aider à tracer l'historique dans le temps de ces changements. Encore peut-être une dernière question et après on va avancer. Bonjour, Thomas de Bassompierre, de la STIB, la société de transport en commun bruxelloise. Donc on vient de Belgique, on vient de lancer une application MAS à Bruxelles.
Et ce qu'on constate beaucoup, c'est que les premiers utilisateurs sont en fait déjà des utilisateurs intermodaux. Et donc on a parfois du mal à aller adresser justement l'automobiliste. Et la question fondamentale, c'est comment intégrer une partie de trajet éventuel dans un calcul d'itinéraire qui implique d'autres acteurs. Typiquement, d'orienter l'automobiliste vers des parkings de délestage ou de laisser sa voiture à un endroit où il peut faire le lien avec d'autres moyens de transport. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez analysé? Typiquement, vous parliez d'adresser l'automobiliste dans les outils qu'il utilise. Si on considère Google Maps, par exemple, comme un outil masse, on va soit avoir un itinéraire en voiture, soit avoir un itinéraire en transport, mais c'est rarement une combinaison des deux. Alors oui, par exemple à Mouvy Saint-Étienne, sur le MAS de Saint-Étienne, on a des trajets intermodaux. On est capable de combiner tout type de mode en intermodalité et de dire, et même dans les travaux actuels, pas forcément avec le transport en... Il y a eu beaucoup de... Je reviens un cran en arrière. Il y a quelques années, on considérait qu'il fallait que le transport en commun soit au centre des calculs d'itinéraire. Vous avez un trajet départ voiture, vous continuez en transport en commun, vous finissez à pied. Ou en VLS. Petit à petit, on s'est dit, bah oui, mais pourquoi en fait, on pourrait très bien démarrer avec sa voiture personnelle, continuer en covoiturage et finir en VLS. C'est aussi l'incitation au changement de comportement. Et donc, les calculateurs d'itinéraire aujourd'hui sont tout à fait capables de combiner ça, d'aller vers des P+R avec des prédictions de remplissage de P+R. Donc, un début de trajet. Ce qu'on veut pas, c'est généralement donner de trajet de A à Z en voiture. C'est pas forcément toujours facile à éviter, mais plutôt des alternatives. Et donc un début de trajet pour aller à un P+R, continuer, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même un bon cas d'usage, continuer en tramway, en métro et finissez vos derniers kilomètres. Voilà. Donc ça c'est des choses très classiques dans les calculateurs d'itinéraire. Et la bonne façon de s'adresser à l'automobiliste, c'est une application qui va vous permettre de payer votre parking. Donc je parlais de P+R, de parking relais, mais les parkings en ouvrage... Indigo, Q-Park, etc. sont aussi des parkings qui peuvent être intégrés. Donc, vous dites à l'automobiliste, vous avez un moyen facile de payer votre parking, un stationnement en voirie ou en ouvrage, et ça devient l'outil de l'automobiliste. Et à travers cet outil, vous l'accrochez et pour lui vendre d'autres choses, pour lui proposer des solutions alternatives à sa voiture. Merci Laurent. Je vous propose qu'on avance. Merci beaucoup Laurent pour ces restitutions du groupe de travail sur le changement de comportement. Merci à tous les autres qui sont impliqués. On peut du coup accueillir Joël Dampierre pour la prochaine présentation. Joël qui va nous parler d'indicateurs pour mesurer justement le changement de comportement. Merci. Avec donc du coup 10 minutes de présentation. Bonjour à tout le monde. Donc moi je m'appelle Joël Dampierre, je travaille chez Cityway, donc je ne vous présente pas Cityway parce que je pense que Laurent a mieux fait la pub que ce que j'aurais pu en faire. Donc vous avez bien compris qu'on est un acteur important du MAS. Donc moi je vais vous parler du groupe de travail MAS et indicateurs que j'ai eu la chance d'animer, donc à la demande du CEREMAC. Je remercie à nouveau, et Laurent qui m'avait confié cette tâche, et je remercie à nouveau Laurent Chevreau. Donc, à travers cette présentation, je vais essayer de vous faire une synthèse rapide des travaux qu'on a pu réaliser durant quasiment toute l'année 2023. Alors, par rapport au groupe de travail de Laurent, nous, on n'a pas encore abouti, on n'a pas encore un rapport, mais il va prochainement sortir. Enfin, donc, le fait d'en parler peut-être ici en public, ça engage et il sortira. Donc je vais aborder quels étaient les objectifs de ce groupe de travail, comment on a travaillé donc, avec tous les acteurs pour répondre aux objectifs. À partir de quelles données, quelles sources, quel projet MAS qui existait, et enfin quelle méthodologie de définition des indicateurs on a pu imaginer pour définir ces indicateurs, et pour conclure, je parlerai de quelques recommandations pour leur mise en œuvre.
Alors, les objectifs du groupe de travail MAS. Le point de départ, c'était bien rassembler des acteurs de l'écosystème du MAS, hein, donc vraiment tout type d'acteurs. On va dire, je pense qu'il y avait à peu près la moitié des intervenants qui ont été listés sur la slide de Laurent tout à l'heure, qui intervenaient aussi dans mon groupe de travail. Mais donc, c'était des AOM, des collectivités, des exploitants de transport, des fournisseurs de solutions, des bureaux d'études, vraiment tout type d'acteurs, très large, et donc un travail très riche et globalement passionnant. Alors, on s'est focalisé sur la construction des indicateurs plus que sur l'aspect comparaison. Pourquoi ? Parce que la comparaison en soi, l'objet c'était pas de dire tel projet est mieux que tel autre, c'est pas ça, c'est plutôt arriver à définir des indicateurs pour que chaque projet qui est lancé puisse juger par lui-même qu'il est performant. Donc, il peut avoir des points de repère, mais c'est pas faire un palmarès des projets MAS, ça c'était pas du tout l'objet. Et tout ça, on en était très loin, on était vraiment sur la définition des indicateurs. Donc, on a travaillé sur cette définition. Donc, quels indicateurs peuvent être utilisés ? Quels sont les indicateurs qui sont utilisés dans les projets MAS ? Quels sont les indicateurs qu'on peut utiliser dans les futurs projets MAS ? Et à partir de là, on a abouti à des recommandations qui peuvent à la fois inspirer les projets actuels, mais surtout inspirer les projets futurs. Et donc ça permet finalement aux porteurs de projets MAS, les collectivités essentiellement, d'avancer dans leur réflexion et ça leur permet de mesurer à travers ce travail l'efficacité et l'efficience d'un tel projet MAS et quelque part de jeter les bases d'un fonds commun d'indicateurs. Donc c'est un peu l'ambition qu'on avait à travers ce projet. Il y avait une autre ambition qui est en pâle parce qu'on n'a pas été au bout, c'était de mettre en place ces indicateurs et d'avoir des retours d'expérience. Mais là, vu la durée, vu la complexité de la tâche, on a abandonné cet objectif. Alors, 2 mots sur la méthode de travail. Donc, quelque part, j'ai déjà dit tous les acteurs du MAS qui étaient réunis. Un rythme de réunion assez soutenu. Quasiment toutes les 3 semaines, on se réunissait pour avancer sur ce dossier-là. On a eu des présentations de projets MAS en cours, que ce soit en France, des projets comme Modalis, comme le Pass Mobilité de Grenoble ou comme le projet de Montréal. Donc c'est intéressant, on avait une vision assez large, voire internationale avec la participation de Montréal. Ce travail collaboratif donc, était destiné à répondre à tout un tas de problématiques. Alors, vous voyez toutes les questions qui sont listées, ça va d'un projet MAS jusqu'à quelle méthodologie de définition d'un indicateur. Sur la première question, juste une petite parenthèse là-dessus, on n'avait pas vocation à redéfinir à nouveau ce qu'est un projet MAS. Il y a eu des travaux qui ont été menés là-dessus. Il y a une définition à peu près consensuelle qui existe. Mais c'était important que chacun autour de la table de ce groupe de travail partage la même définition. Je suis sûr que si aujourd'hui dans la salle on demandait c'est quoi le MAS pour vous, on aurait peut-être pas autant de définitions que de participants, mais 10-12 définitions différentes, quoi. Et d'ailleurs, moi, j'en profite, je profite d'avoir un grand auditoire pour faire une petite parenthèse et un étonnement à propos du MAS. Personnellement, j'ai toujours été étonné de la difficulté à nommer cet objet, ce MAS. On parle de MAS, donc un acronyme anglais, mobilité as a service. On parle de mobilité par association de services. Dans les slides de tout à l'heure de Laurent, j'ai vu la MAS, le MAS. Ça m'a rappelé le Covid, la Covid. Donc, vraiment une grosse difficulté à dire de quoi on parle. Après, le fait d'avoir eu une personne de Montréal dans notre groupe de travail et le fait d'avoir entendu nommer le MAS à la sauce québécoise, je trouvais que ça pouvait aussi être intéressant, ces plateformes de mobilité intégrées. Bon, je trouve que c'est un côté un peu peut-être plus parlant que nos acronymes où on ne sait pas au final pas trop ce que c'est derrière.
J'en profite encore pour faire un deuxième étonnement sur le MAS. Ce qui me frappe à travers tous les projets MAS, c'est que bien souvent, alors pas tout le temps, mais bien souvent, on perd de vue l'objectif principal qui est la simplicité. Simplicité d'usage, c'est offrir l'accès à toutes les mobilités. Et dans pas mal de projets MAS, on voit surgir des packages de mobilité. Pardon, je vais boire un petit peu parce que j'ai un peu la bouche sèche. Des packages de mobilité qui sont vraiment d'une complexité. Pardon. Ça va aller mieux. D'une complexité folle. Et pour avoir la chance d'avoir vécu au millénaire précédent et d'avoir vu l'arrivée des systèmes billettiques, ça me rappelle l'arrivée des systèmes billettiques où dès qu'on a eu des systèmes billettiques, au moins chez les exploitants ou les collectivités, on s'est mis à imaginer des gammes tarifaires toutes plus complexes et je ne vais pas dire farfelu, mais vraiment hyper complexe. Et là, à travers le MAS, on s'est dit aussi, tiens, on va imaginer des packages avec 1 km de taxi, 3 km de vélo, 10 minutes de trottinette, et j'en passe. Mais on perd de vue l'aspect simplicité qui est un accès le plus simple possible à la mobilité. Voilà. Pardon, je referme cette double parenthèse et je reviens au travail à notre groupe de travail. Donc, ce qu'on a constaté, bien sûr, c'est une diversité de tous les projets MAS qui existent aujourd'hui, à la fois sur leur périmètre géographique, sur leur fonctionnalité. Donc, il n'y a pas un MAS, mais il y a des MAS. Donc, il y a plusieurs niveaux de MAS selon le niveau d'intégration du MAS. Dans tous les projets qui nous ont été présentés ou des projets qu'on peut connaître, y compris des projets que mène Cityway, on voit que l'accent est mis en priorité sur tout ce qui est technique. Donc c'est parce que c'est un objet technique à la base déjà. Et ensuite, il y a l'aspect partenarial qui est traité parce que ça aussi c'est hyper important. Et le partenarial, c'est tout ce qui a trait au contractuel, au juridique, tout ce qui a trait même au marketing. Et finalement, une fois qu'on a fait tout ça, on se rend compte que la data, c'est pas traité. C'est vraiment le parent pauvre du projet MAS. Alors, pourquoi ? Soit parce que le projet est en cours de réalisation et on n'a pas encore de data, donc on ne traite pas le sujet data. Soit il vient d'être lancé, on n'a pas suffisamment de data, donc on n'en parle pas. Soit, il n'y a pas assez de volume et donc le sujet est vraiment traité en second plan, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut-être regretter. Il y a la citation là d'un article de VRT où on faisait état justement de ce manque d'outils décisionnels qui étaient fournis pour les porteurs de projets MAS et les collectivités. Alors, j'en viens au travail de définition des indicateurs proprement dit. Donc, on a des sources de données qui sont vraiment. Je pense que si vous êtes des acteurs du système de transport, vous vous rendez compte que les sources sont vraiment hétérogènes. Il y a tout un tas de systèmes différents qui peuvent venir alimenter un projet MAS et donc on est amené à traiter des données qui viennent de différentes sources, de différents types. Alors là, j'ai mis une capture d'écran d'une présentation qui nous avait été faite sur Grenoble. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Grenoble dans la salle, mais c'est pas pour pointer la complexité du schéma de Grenoble, mais c'est pour montrer justement que tous les projets MAS, ils sont comme ça. Il y a un nombre d'acteurs techniques, un nombre d'acteurs opérateurs, des exploitants de mobilité, des fournisseurs qui est vraiment phénoménal et ça pose vraiment un problème de complexité. Derrière cette définition d'indicateur, il y a bien sûr des défis qui sont posés et qu'il faut avoir en tête, qui ont trait à la protection des données, à bien identifier d'où viennent les sources de données. Donc là, on voit dans ce schéma très complexe. On a affaire à des données qui peuvent être de différents types, des données théoriques, des données temps réel, décisionnelles, circonstancielles et j'en passe. Et derrière tout ça, il y a bien sûr le sujet de gouvernance de données qui est posé, sachant que l'AOM, le porteur d'un projet MAS, est là pour assurer cette gouvernance. Alors, comment on a défini une méthode pour arriver à identifier ces indicateurs ? En fait, on est parti d'une grille de construction qui s'appuie, on va dire relativement simple, qui reprend plusieurs critères. Alors, à la fois, premier critère, le niveau. Est-ce qu'on est sur un indicateur à un niveau stratégique ou à un niveau opérationnel ? Ça, c'est le premier niveau. Stratégique, on est plus sur des données qui ont trait au territoire, au projet dans son ensemble, et opérationnel, c'est bien lié à l'usage du MAS proprement dit.
Ensuite, deuxième critère, c'est la typologie. Donc, à quoi se réfère cet indicateur? Est-ce que c'est un indicateur d'offre, de transfert modal, satisfaction? Enfin, vous voyez tous les critères listés, etc. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on décrit l'indicateur précisément. On a tenté de définir un objectif, donc, parce que qui dit indicateur de performance dit objectif à atteindre, mais bon, l'exercice n'a pas été mené complètement au bout. Et enfin, comment on ventile cet indicateur selon le mode de transport, selon l'aspect géographique, l'aspect temporel, enfin, est-ce que c'est un indicateur suivi au jour, au mois, à l'année, etc. Donc ça a été donné. Et bien sûr, quelle source de données va être utile pour alimenter cet indicateur. Et bon, cerise sur le gâteau, il y a des méthodes de calcul, et notamment un travail très avancé côté RTM de Montréal, avec un travail sur les méthodes de calcul. Je suis un peu long. J'avance rapidement. Donc, on a défini, alors je vais faire très vite, une cinquantaine d'indicateurs, enfin 55 précisément. Bon, j'ai conscience que c'est complètement illisible, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a un travail qui est fait. Et donc, tout ce que je vous décrivais pour les différents critères, on les a là. On a le nom de l'indicateur, son niveau stratégique opérationnel, son type, etc. Donc, on a tout ce travail qui existe et qui sera mis à disposition de tous pour arriver à être réutilisé. Le but étant que ce travail soit réutilisé. Bon, je passe aussi, c'est encore un moins... juste pour conclure, en termes de recommandations, les recommandations, vous pourrez les découvrir dans le rapport qui va apparaître. Alors là, je comprends, ça peut être un peu déceptif pour vous, un petit peu comme la data sur les projets masse. Mais rassurez-vous, je vais quand même les détailler un petit peu, parce que sinon... en fait... je vais juste lister 10 recommandations qui nous semblent vraiment importantes à mettre en œuvre. Elles s'enchaînent et elles sont relativement compréhensibles et vraiment de bon sens, quoi. La première recommandation, c'est qu'à travers un projet masse, il faut qu'on ait des objectifs très clairs, très clairs et précis. Est-ce que c'est réduire l'autosolisme? Est-ce que c'est réduire le CO2? Enfin, les objectifs peuvent se combiner. Est-ce que c'est développer des modes de transport alternatifs? Bon. Donc voilà. Tout ça, il faut le définir. Deuxième objectif, une fois qu'on a deuxième recommandation, une fois qu'on a défini les objectifs, forcément, on doit mettre en œuvre des indicateurs qui vont répondre à ces objectifs. Donc, bien ne pas perdre de vue que des indicateurs répondent aux objectifs initiaux qui ont été fixés. Bien mixer indicateur quanti et indicateur quali. Donc ne pas se focaliser que sur de la donnée, de la data quanti. Il y a aussi de la donnée quali qui est importante, hein, tout ce qui a trait à la satisfaction, etc. Indicateurs financiers, ils en font partie, de nos 55 indicateurs, mais un ROI, combien coûte un projet masse, quel revenu ça génère, et tout ça filtré par mode, etc. C'est hyper important. L'expérience utilisateur, dès lors qu'on parle d'indicateurs d'usage du MAS, il faut qu'on ait des retours sur l'expérience utilisateur, hein, voilà, en quoi ça simplifie leur usage du MAS. Donc, de façon à ce qu'on puisse suivre vraiment chaque mode, à la fois en tant que tel, est-ce que le projet MAS a permis de développer tel ou tel mode, et aussi est-ce qu'il a développé l'intermodalité, hein, qu'on ait ces informations-là. Je vous passe les indicateurs de performance technique, ça c'est habituel, enfin les performances des serveurs, etc. Important que tous les acteurs du projet soient impliqués dans la définition des indicateurs, parce que ça sera finalement ces indicateurs qui vont montrer le succès ou pas du projet masse, et donc il est important qu'ils soient partagés et validés par tous. Bon, ne pas oublier bien sûr des indicateurs d'environnement. Et dernière recommandation, ajuster la démarche en continu, c'est-à-dire vraiment avoir une démarche itérative. C'est pas parce qu'on a fixé des indicateurs qui sont gravés dans le marbre et on recommence, et on recommence à l'étape 1, donc je vais pas vous refaire la diapo, et on repart pour ajuster les objectifs et ajuster les indicateurs, etc. Et enfin, alors juste, j'ai fini, je vois Jean qui s'impatiente. Si j'avais encore une recommandation encore plus essentielle à apporter aujourd'hui, c'est que tout ce qui est la thématique data soit bien prise en compte
en amont, dès le démarrage du projet MAS, enfin, au moment de la conception de ce projet MAS, et non pas en bout de chaîne comme malheureusement bien souvent c'est fait, quoi. Vraiment en amont. Donc là encore, toujours l'expérience de Montréal, où ils n'ont pas encore lancé réellement leur projet MAS, mais ils ont déjà réfléchi à tout le système de reporting, de pilotage, pour que la data serve à travers le MAS à piloter la mobilité et à orienter la mobilité en fonction des objectifs de la collectivité. Merci. Voilà, désolé d'avoir été un peu long. Merci, je vous remercie. Joël. On peut remercier Joël. Et du coup, on peut prendre quelques questions courtes avec des réponses encore plus courtes. Questions courtes dans la salle pour Joël sur les indicateurs. Question de Fabien. Il était question de faire ressortir la performance technique et la performance environnementale. Peut-être la performance économique aussi ? Alors, c'est à travers les indicateurs financiers. Enfin, ça va de fait. Alors, les indicateurs financiers je ne sais pas s'il marche mon micro. Ouais. Les indicateurs financiers ne donnent pas que la performance économique, mais si on arrive à avoir un retour sur investissement, si on arrive à bien identifier tous les revenus qui sont générés par le projet MAS, enfin ce que ça coûte aussi un projet MAS en tant que tel pour la collectivité dans son ensemble, et ce que ça rapporte, on est sur un niveau de performance économique, quoi. Alors le sujet, je vous rappelle, c'était quand même indicateur d'usage numérique du MAS. Hein, voilà. Enfin, après, on a rajouté l'aspect performance, parce que le but, c'est quand même aussi de mesurer la performance, mais c'était bien ça. Et performance environnementale, où ça rentre bien sûr entièrement là-dedans dans la thématique. Et peut-être autre question, alors, indicateur d'usage. Est-ce que vous auriez quelques indices sur justement ce que vous pointez en disant il faut que la plateforme soit simple d'utilisation, donc un simple indicateur tel que le temps d'utilisation de la plateforme pour interagir? Est-ce qu'il y a des choses telles que cela dans l'inventaire que vous avez fait ? Tout à fait, oui. Il y a donc un temps d'accès à l'information, quelle qu'elle soit, qu'on recherche, un temps que ce soit une recherche itinéraire, un acte de vente. Donc il y a bien sûr un indicateur qui mesure la rapidité de réponse à une information donnée. Merci. Une autre question pour Joël ? Bonjour Joël, donc Patrick Jean des JTM. Je me demandais dans ces indicateurs, lesquels sont inscrits dans les cahiers des charges des MAS publics, c'est-à-dire comme indicateurs qui doivent être produits par les fournisseurs de MAS, et lesquels sont, disons, plus des vœux pieux, mais disons des indicateurs à construire, mais qui ne sont pas forcément disponibles. Là encore, je dirais, c'est l'aspect indicateur performance et data, et dans les cahiers des charges, c'est un jugement là encore un peu personnel, mais et là aussi un parent pauvre, il est très peu développé, parfois même il peut être optionnel, c'est-à-dire que dans une prestation d'exploitation entre guillemets commerciale d'un MAS, la partie suivie de la performance indicateur peut être optionnelle et commandée uniquement si la collectivité juge que c'est intéressant, et parfois, ça peut ne pas être commandé. Enfin, j'ai au moins un exemple en tête où ça n'a pas été commandé, mais bien sûr, je ne le citerai pas. Mais donc voilà, et du coup, ce qui est demandé, ça reste, c'est très, on va dire, très flou, très light, quoi. Après, j'ai en tête aussi un autre cahier des charges, mais que Laurent aussi connaît très bien, c'est celui du SISMO, le système d'information, système intégré de services à la mobilité dans l'Oise, pour lequel le volet observatoire de la mobilité, outil décisionnel, a été vraiment très travaillé dans une optique de mixer les trois systèmes que sont le système billettique, système SAE et système d'information, pour arriver à avoir des données pertinentes et cohérentes, et pour en faire un vrai outil de la mobilité. Donc là il y a une vraie volonté. Après, la mise en œuvre n'est pas encore là, mais j'espère que prochainement on aura des choses à montrer en termes de résultats sur cet aspect-là, quoi. Merci. Je vous propose d'avancer. Il est 14h50. On est à mi-chemin. On peut accueillir notre troisième intervenant, Sylvain Daou, qui va nous parler des possibilités d'intégration pour transformer le transport public. Et donc, Sylvain, vous avez 10 minutes. Oui.
Bonjour à tous. Du coup, le titre MAS, quelle possibilité d'intégration pour transformer le transport public? C'est une réflexion qui fait partie de ma thèse de doctorat en cours à l'École des Ponts, et en partenariat avec PMP Stratégie, cabinet de conseil en stratégie, et sous la direction de Fabien Laurent. Alors, dans cette présentation, je vais peut-être aller un peu à contre-courant de ce qu'on s'était dit dans les groupes de travail, Laurent et Joël. Malheureusement, prenez ça comme un pamphlet, c'est pour alimenter la réflexion. Avant tout, avant de commencer, permettez-moi juste de revenir sur un terme qui me paraît important de clarifier au tout début. Quand je parle de transport public, je parle bien évidemment de transport en commun, mais je parle aussi au sens large des services de mobilité partagée, covoiturage, micromobilité, autopartage, etc. C'est assez important pour la suite. Et donc, sans plus tarder, voici le sommaire. En gros, 2 grosses parties et suivies de quelques conclusions. En premier lieu, je vais commencer par faire un état des lieux de la connaissance sur le MAS, sur les impacts du MAS. Il y a eu 2-3 questions à ce sujet au cours des 2 précédentes présentations. Mais dans un deuxième temps, je vais vous proposer de réenvisager ce qu'est ou ce que pourrait être la mobilité intégrée, donc quel pourrait être le potentiel pour un MAS en profondeur, une intégration en profondeur entre les services de mobilité. Donc pour notre petit point d'étape, tour d'horizon des connaissances sur les impacts du MAS, je vous propose ce tableau avec 4 projets MAS bien connus. WIM en Finlande, que vous connaissez tous sans doute, Smile à Vienne, un pionnier qui est peut-être moins en vue depuis quelque temps, Feu Ubigo en Suède, et l'essai pilote Trippy en Australie à Sydney. Et puis vous avez dans les différentes colonnes la variation des parts modales pour les différents modes qui ont été observés dans ces 4 études de cas. Et grâce au code couleur qui est, je l'espère, assez commode, vous pourrez remarquer une tendance globale et relativement positive qui se dessine avec la part modale des transports en commun qui semble augmenter dans tous les cas, notamment les transports en commun urbains, et ça en défaveur de la voiture particulière dont la part modale diminue dans nos 4 études de cas. Alors c'est plutôt encourageant, mais j'aimerais quand même relativiser tout ça et pointer quelques limites qui sont importantes. Premièrement, j'ai eu beau creuser, je n'ai trouvé que quelques initiatives que vous voyez ici et qui ont au moins 100 individus enquêtés, puisqu'il s'agit souvent d'enquêtes de préférence déclarée, ce qui est très peu. Je le disais, on est déjà 10 ans après l'avènement du concept de masse, du moins dans sa forme moderne. Et les retours d'expérience ne sont pas très nombreux. D'autre part, même ces retours d'expérience-là, on est quand même à un nombre d'individus enquêtés qui est relativement faible, ce qui n'est pas encourageant vis-à-vis de la robustesse des conclusions qu'on pourrait tirer. Et puis finalement, un autre point auquel on ne pense pas forcément, c'est que on a des retours d'expérience qui sont focalisés ici sur la question du report modal et en filigrane peut-être la question environnementale, donc des émissions. Ça omet quand même des enjeux, d'autres enjeux du MAS, d'autres promesses du MAS, et notamment une question importante qui est celle des enjeux économiques pour le transport public. Donc, à mon sens, il me semble que voilà, ces conclusions-là, enfin ces observations-là, ne permettent pas à elles seules de supporter la diffusion du MAS et sa mise en place plus largement. Donc, à partir de ça, j'émets 2 critiques bienveillantes, bien sûr, sous forme d'hypothèse. La première qui serait est-ce que finalement le MAS et sa popularité n'avaient pas été alimentés uniquement par une sorte de tropisme pour l'innovation et les nouvelles technologies, ce qui, en l'absence de conclusions certaines, en l'absence de certitude sur ces impacts concrets, poserait question puisqu'il s'agirait sans doute d'un coût d'opportunité important pour les maîtres d'ouvrage, notamment les autorités publiques ou les pouvoirs publics plus généralement, dont on sait que les deniers publics ont intérêt à être dépensés, si ce n'est avec parcimonie, au moins avec intelligence. Un deuxième constat, une deuxième critique, c'est qu'il n'y a pas d'évidence, du moins à ce jour, certaine que le MAS permet, contrairement aux ambitions qui lui avaient été attribuées à son avènement,
sur le site de la Mass Alliance, l'alliance qui regroupe un grand nombre de parties prenantes d'initiatives mass, on voyait que c'était censé transformer l'économie du transport public. On n'a pas de certitude à ce jour. Donc à partir de là, je vous propose de voir si on ne pourrait pas réenvisager ce qu'est la mobilité intégrée, un terme qui est souvent synonyme du mass, pas forcément exactement la même chose, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des formes d'intégration plus poussées pour répondre à ces enjeux ? Sans trop de suspense, la réponse semble être oui. Du moins, c'est une proposition que je vous fais là, avec 7 niveaux d'intégration en partant de gauche à droite, avec à gauche une intégration relativement faible, donc je dirais superficielle entre les services de mobilité, et puis le plus à droite, une intégration de plus en plus importante, de plus en plus en profondeur. En commençant par les 3 premiers niveaux qui sont en orange, ce sont les niveaux qui sont discutés habituellement, qui sont présentés habituellement. Vous avez sans doute déjà vu ces niveaux-là sous la forme d'une pyramide, d'une échelle, au gré des différentes présentations sur le MAS depuis quelques années déjà, parce qu'il s'agit de niveaux qui ont été proposés dès 2018 par une équipe de chercheurs suédois, avec au niveau 1, donc intégration de l'information, une information multimodale, typiquement un planificateur d'itinéraire multimodal. En 2, l'unification du paiement et de la billettique, donc le fait de pouvoir réserver, payer, être facturé en un seul clic pour plusieurs modes. En 3, un niveau qui a un peu moins le vent en poupe ces temps-ci, qui est celui de l'offre sous forme de package, notamment des bouquets de services auxquels on s'abonnerait avec paiement mensuel. Est-ce qu'on pourrait envisager comme intégration entre services de mobilité, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, par exemple, au niveau 4, une stimulation conjointe de la demande ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que les différentes mesures de management de la mobilité qu'on a pu explorer dans le groupe de travail dont Laurent a parlé au tout début ne pourraient pas être coordonnées. C'est le mot-clé, la coordination des mesures de management de la mobilité afin d'équilibrer le système, d'équilibrer l'offre et la demande, et donc, par exemple, de soulager les modes ou les services qui sont surchargés en heure de pointe, ou de favoriser les modes à faible émission, ou une autre forme d'intégration plus en profondeur, et là on parle plus uniquement de la demande, donc des usagers, mais on parle aussi des services en eux-mêmes, de l'offre. C'est la spécialisation respective, c'est-à-dire que chaque service, l'opérateur MAS pour le coup, irait déployer chaque service en fonction des spécificités de ces derniers. C'est-à-dire que si par exemple, on le sait très bien, l'exemple le plus simple, le plus abordable, ce serait de parler des services de mobilité partagés qui serviraient de complément intermodal au transport en commun. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus agiles spatialement, on va dire, au premier et au dernier kilomètre. Ce qui permettrait en fait de tirer profit de cette capacité à aller dans des zones plus fines pour faire les premiers et les derniers kilomètres, et où les transports en commun qui ont des spécificités d'être plus à même de déplacer de gros flux une fois que les services de mobilité partagés auront déposé les usagers sur une ligne de transport en commun à forte massification. Au niveau 6, ça ressemble un peu à ce qui se fait peut-être dans d'autres domaines de transport, le transport peut-être aérien, voire le transport de marchandises, avec la mutualisation des moyens de production, c'est-à-dire peut-être les investissements, la R&D, la maintenance, qui seraient mutualisés entre plusieurs services de mobilité, qui pourraient entraîner des économies. Aussi les subventions croisées qui sont en fait une redistribution des recettes entre les opérateurs de services. Et puis au niveau 7, le paroxysme donc on est loin d'atteindre, c'est l'alignement stratégique, c'est donc une intégration stratégique où pour le coup les différents services de mobilité partageraient un même objectif ou plusieurs objectifs, mais pour le coup au-delà de simples déclarations d'intention. Ça pourrait nécessiter notamment l'intervention d'un coordinateur qui serait pourquoi pas l'autorité organisatrice de la mobilité, qui serait porteuse et opérateur du MAS. Donc voilà. En quelques mots, on pourrait attendre plusieurs bénéfices qui répondraient peut-être aux enjeux que j'ai mentionnés au tout début de ces niveaux d'intégration. Bon, les 3 premiers niveaux, ils permettent certainement déjà, on le sait, un gain de praticité pour les usagers, pour rendre leur vie plus simple s'ils ont à utiliser plusieurs modes en intermodal ou en multimodal. C'est un gain de praticité qui est le bienvenu. Ça permet aussi, par exemple, sans doute pour les opérateurs de services de gagner en visibilité.
Par contre, à partir des autres niveaux, les niveaux que je vous ai proposés, on gagnerait autre chose. On gagnerait peut-être à optimiser les usages et on gagnerait peut-être des économies d'échelle et d'envergure dans la production même des services, ce qui est un volet qui n'est pas abordé dans la conceptualisation du MaaS. Donc en conclusion, les points clés, et puis une ouverture certainement, ont déjà, premièrement, vous le savez, le MaaS a attiré beaucoup d'intérêt, a suscité beaucoup d'intérêt auprès de différents acteurs, une multitude d'acteurs, et ça a fait couler beaucoup d'encre. Dans un deuxième temps, plus récemment, je ne parlerai pas de désintérêt, mais peut-être de relative perte de vitesse, qui a peut-être justement pour origine cette incertitude sur la réalité concrète des impacts, qui est quand même surprenant, puisqu'on est déjà 10 ans après. Et c'est peut-être justement parce qu'on n'est pas allé au bout de l'exercice et qu'on pourrait continuer à développer le MaaS dans sa conceptualisation et dans sa mise en pratique pour justement avoir plus de possibilités, notamment sur le volet économique. Tout ça pour dire que finalement, avec un MaaS qui continuerait à évoluer, qui ne serait pas juste un projet figé dans le temps, donc on développe une appli multimodale et voilà, c'est bon, c'est bien gentil, c'est pas mal, mais ça pourrait être un projet qui continuerait à évoluer, prendre de nouvelles formes comme celle que je vous ai proposée et qui, in fine, permettrait d'orchestrer la mobilité sur un territoire. Ce serait une belle perspective. Pourquoi ? Ça permettrait déjà de ramener peut-être, d'amener dans le giron de la gouvernance des mobilités par les autorités publiques, au-delà des transports en commun qui sont déjà plutôt bien dans le giron des AOM, de ramener les services de mobilité partagée, pourquoi pas aussi tout ce qui est en rapport avec la voiture, et donc transformer in fine en fait les AOT en AOM, comme c'était censé être le cas depuis la LOM. Voilà. Merci Sylvain. Merci d'avoir respecté le timing. On a donc quelques minutes pour prendre des questions. Questions de la salle. Fabien. Bonjour, Fabien Couly, donc Autorité de régulation des transports. Moi, il y a un point qui m'interpelle tout le temps sur le MaaS, effectivement, sur cette idée que c'est peut-être juste un objet un peu techno. On ne s'est jamais posé la question du service qu'on cherchait à concurrencer. Mais vous avez actuellement un service voiture qui vous propose un porte-à-porte complet avec des moyens unifiés de paiement, y compris quand vous prenez l'autoroute, et qui dispose d'applicatifs complets qui vous proposent n'importe quel itinéraire. Peut-être que la première chose qu'on pourrait voir dans un MaaS qui intègre des transports publics, c'est ne serait-ce qu'au départ, proposer quelque chose qui est équivalent à ce dont la voiture dispose depuis maintenant presque 20 ans. Et le deuxième point qui m'interpelle, c'est cette capacité à ne voir le MaaS que vu des autorités organisatrices de la mobilité. J'entends que dans ce qu'on veut faire, les services de transport public sont certainement, on va dire, quelque chose d'essentiel à la structuration d'une autre façon de se déplacer que seulement en voiture. Mais il ne faut quand même pas occulter que 80% des kilomètres parcourus le sont en voiture, le sont pour des déplacements assez longs où il n'existe pas réellement d'alternative, hormis peut-être du covoiturage. Et je trouve que c'est des aspects qui sont trop peu pris en compte dans les projets qui sont mis en œuvre, d'où peut-être ces résultats relativement partiels et assez faibles sur ce que des MaaS peuvent provoquer. Merci pour ces questions. Effectivement, ne voulant pas dépasser le temps imparti, je suis pas assez rentré dans le détail sur ces sujets-là pour répondre à votre première question sur le fait qu'on devrait se poser la question est-ce que du concurrent du MaaS qui serait la voiture. Bon, ça c'est quand même une vision. C'est une vision qui a acceptée assez largement, mais qui au fond est peut-être juste partielle. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des MaaS qui seraient centrés sur la voiture? Il y en a. Je pense en fait, je vais prendre la question. Enfin, ma réponse ça va être un peu aller à l'encontre de ce que vous dites, c'est que on a trop pensé en fait que le MaaS serait l'antagoniste de la voiture, et c'est de là qu'est venue l'idée de créer une application multimodale qui serait facile, ergonomique, pour faciliter les déplacements en porte-à-porte, en permettant, grâce aux 3 niveaux d'intégration que je vous ai rappelé, puisque vous les connaissiez sans doute, c'était vraiment l'idée derrière ça, c'était de créer quelque chose qui soit aussi facile à utiliser que la voiture. Et en faisant ça,
les porteurs de projets masse ont peut-être mis voilà, l'accent un peu trop sur cet aspect, j'exagère à peine, gadget technologique. Puisque la mobilité intégrée, Laurent, tu le disais, le MAS, ça ne date pas d'il y a 10 ans, ça date d'il y a 20 ans. Moi, je dirais que ça date d'il y a encore plus, puisque la mobilité intégrée, on en parle depuis bien longtemps, peut-être sous forme, avec d'autres termes, mobilité combinée, etc. Il ne s'agit pas forcément de créer quelque chose d'ergonomique, parce qu'en faisant ça, c'est ce qui est arrivé, bah, on a créé des applications intermodales, enfin multimodales et ergonomiques, très bien. Mais la première question, c'était de se demander peut-être, est-ce que c'est viable ce qu'on fait ? Est-ce que ce qu'on est en train de proposer est quelque chose de viable? C'est peut-être le lieu de se poser la question en amont, plutôt que de se poser, voilà, 10 ans après, est-ce qu'on a les bons indicateurs? Tiens, on n'a pas assez de retour sur ces indicateurs. Ben, c'est pas surprenant, c'est peut-être qu'il fallait se poser la question au tout début. Et votre deuxième question, je l'ai peut-être oubliée. Oui, bah c'est une vision très française, effectivement. Bon, moi, je fais une thèse, donc j'ai pu échanger avec des projets, enfin des porteurs de projets masse à l'étranger, dans les pays nordiques, aux États-Unis. Ce n'est pas forcément uniquement des masses portées par des AO, non. Mais c'est vrai qu'en France, du moins de mon ressenti, c'est que c'est souvent un masse porté par les AO. Alors ce que je propose ici ne s'applique pas forcément uniquement aux AO. Hein. Tout ça. Vous pourriez très bien imaginer un opérateur privé, disons un Uber, qui voudrait fédérer les services autour de la voiture. C'est déjà le cas en fait. J'ai vu récemment Uber qui faisait un partenariat avec un fournisseur d'énergie pour permettre d'intégrer l'information du service Uber plus du fournisseur d'énergie, de payer, d'obtenir des réductions, de faire etc. Bon, en soi, c'est un MaaS centré autour de la voiture. Il y a des MaaS d'entreprise également avec les flottes, les flottes de véhicules d'entreprise, des masses auto, quoi. C'est tout à fait possible. Et pour ne rien vous cacher, bon, on va peut-être se redonner rendez-vous aux prochaines restitutions de l'Observatoire du MaaS, mais j'aurai d'ici là peut-être des résultats plus quantifiés à vous donner. Je vais sans doute explorer cette piste-là, essayer de comparer par exemple ce qui se passerait avec un MaaS voiture versus un MaaS TC, et puis dans un cas d'intégration, comme je l'ai appelé superficielle, versus notre intégration profonde. Et là pour le coup, ça répondra, je pense, à votre question encore plus que ce que j'ai essayé de faire à l'instant. Merci. On a peut-être encore le temps pour une question courte, éventuellement de la salle. S'il n'y a pas de questions, on peut remercier une fois encore Sylvain. Et pour clore cette première session, j'ai le plaisir d'accueillir donc notre dernière intervenante, Mélanie Vessic de la DGTM, qui va nous parler de ce projet titre de transport unique pour 10 minutes. Bonjour à tous, Mélanie Vessier. Donc, je travaille au sein de la Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités. Et je suis en charge du déploiement du projet de titre de transport unique ou billet unique ou support universel français, national. Enfin, voilà, ça dépend de nos interlocuteurs, mais en tout cas, pas du Passerail, qui, pour le coup, est un autre sujet que je ne traiterai pas aujourd'hui. Parce que nous, on ne touche pas aux tarifications existantes. Donc l'idée, c'est de vous présenter un petit peu le contexte du projet, pourquoi on a décidé de travailler dessus, quels sont ces enjeux et par la suite, quelles sont les prochaines étapes qu'on s'est fixées. Je sais pas comment ça marche. Je suis pas très high-tech. C'est l'autre côté, c'est ça? Ah, ok, pardon. Ok, c'est beaucoup plus facile. Non? Si? Ok. Donc, en fait, finalement, le projet, il a émergé via deux constats. Le premier, on est dans un contexte de transition écologique, de transition sociale. Le secteur des transports représente 30% des émissions de gaz à effet de serre, mais on peut le voir aussi, représente 30% donc des solutions. La voiture individuelle coûte de l'argent aux utilisateurs.
Et donc, au-delà, bien sûr, du besoin d'investissement dans l'infrastructure, du besoin de développer l'offre sur l'ensemble des territoires, il y a également finalement ce besoin de mettre en valeur l'offre existante, et ce grâce à tous les outils dont nous disposons, que ce soit les outils physiques, l'offre réelle, mais aussi tous les outils numériques, les plateformes développées, que ce soit à l'échelle locale, à l'échelle nationale aussi. Donc une fois que ça c'est dit, maintenant c'est comment on arrive à la mettre en valeur, comment on peut mettre en lumière les possibilités offertes à un usager pour faire un trajet de porte à porte, de A à B, plus simplement et rivaliser avec la voiture. Promis, on essayera de dépenser nos deniers publics comme il le faut. Et donc voilà, ça m'amène à ce second constat qui est finalement comment simplifier le parcours usager. En fait, cette demande, elle vient à la base de la Convention citoyenne de 2020, où voilà, c'était vraiment quelque chose qui est ressorti des besoins, qui a été reprise par la suite par le GART lors des propositions présidentielles 2021, et par la suite par l'ex-ministre des Transports Clément Beaune. Mais donc voilà, aujourd'hui, il existe en fait plus de 200 systèmes billettiques différents, donc 200 façons différentes de devoir acheter son titre de transport, le faire valider, se faire contrôler lors de son trajet, et en parallèle 713 autorités organisatrices de la mobilité, et donc autant de grilles tarifaires, parfois complexes à appréhender pour un usager qui ne connaît pas forcément le territoire. Et donc, le titre unique est vraiment parti finalement de ce double constat. Comment simplifier vraiment la mobilité pour tous les citoyens et dans tous les territoires, et notamment pour des trajets intermodaux et interrégionaux, de sorte à décloisonner toutes ces barrières réglementaires et qu'on s'est fixées. Donc, en parallèle, bien sûr, le projet, finalement, c'est vraiment un outil qui doit permettre de mettre en valeur toutes les politiques publiques qui sont portées aujourd'hui, que ce soit à l'échelle nationale, mais également à l'échelle locale. Enfin, voilà, on parle beaucoup du développement des modes de mobilité doux, mais aussi l'ouverture à la concurrence du rail, l'ouverture de la distribution, article 28 dont Jean nous parlera par la suite. Et donc voilà, comment avancer finalement avec l'écosystème, avec tout ce contexte qui se déploie et qui avance rapidement aussi. Donc finalement, voilà, ce projet, il a vraiment deux visions, deux objectifs. Un projet très opérationnel, centré sur les usagers. Qu'est-ce que je peux faire pour eux, pour leur déplacement du quotidien et occasionnel, mais également une feuille de route vers plus d'interopérabilité partagée avec l'ensemble de l'écosystème. Toujours pas cette manette. Ok. Donc la partie opérationnelle, donc l'idée c'est vraiment la mise en place d'un outil pour les usagers, leur permettant de faire des trajets de bout en bout. Et en fait, on a vraiment eu ce souhait de mettre l'usager au cœur de la réflexion, au cœur de l'alimentation de cette feuille de route, et d'avoir une approche très pragmatique. On a démarré avec un hackathon au début de l'année qui était centré sur des personas, sur voilà, comment travailler avec l'ensemble des mobilités existantes sur le territoire, pas uniquement les transports en commun. Et là, il se poursuivra avec une expérimentation où l'idée, c'est vraiment d'avoir des panels utilisateurs pour pouvoir faire des retours d'expérience, être en mode agile, réorienter la solution en fonction des usages, et finalement vraiment de pouvoir tester des choses, tester l'appétence des utilisateurs sur un périmètre donné, bien sûr, mais voilà, avoir plus de connaissances sur les freins, les limites, et ça sur l'ensemble de leur parcours, de l'information voyageur. J'ai l'information tarifaire, j'ai l'information de quand va partir mon bus, mon train, etc. Jusqu'au moment de la facturation et de qui paye, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est mon employeur, et comment voilà, aller plus loin sur cette thématique aussi. Donc il faut bien commencer quelque part, donc on commencera par déployer une application mobile lors des expérimentations.
Mais l'objectif, c'est bien sûr, et notamment afin d'éviter tout ce qui est fracture numérique, d'aller plus loin et de proposer une liaison avec des supports physiques tels que la carte bancaire, on en parle beaucoup en ce moment, mais également les cartes à puce qui existent depuis longtemps aussi. Et voilà, et vraiment histoire d'avancer aussi avec l'écosystème, avec ce qui se fait au fur et à mesure du temps. Donc, l'objectif, c'est aussi de pouvoir capitaliser en fait sur tout ce qui a été mis en place, sur tous les outils qui existent, que ce soit à l'échelle nationale. Aujourd'hui, il y a le point d'accès national qui a un travail réglementaire aussi. Tous les outils de la direction interministérielle du numérique, France Connect, les API particuliers. Voilà, on a pas mal d'outils à disposition, donc autant les mettre en valeur aussi, mais aussi s'appuyer sur tous les outils qui sont déployés à l'échelle locale, régionale, et qui doivent se faire connaître de la même manière. Et enfin, tout l'aspect réflexion autour de ce qui peut se faire à l'échelle européenne. Enfin, voilà, on a initié beaucoup de coopération. Plein de pays ont déjà déployé ou sont en train de déployer ce genre de projet. Et donc, comment créer plus d'interfaces entre nous et comment s'auto-alimenter pour avancer plus rapidement et plus logiquement. Et donc, finalement, ce projet... où on était parti très opérationnel, bien en tête, on a aussi pris un petit peu de recul en se disant il a aussi un double objectif, et cet autre objectif, c'est de travailler, de finalement entendre aussi les territoires, faire du bottom-up, travailler sur qu'est-ce qui est attendu, et du coup travailler sur une feuille de route de l'interopérabilité à l'échelle nationale. En fait, finalement, c'est vraiment pouvoir proposer un cadre juridique, technique, fonctionnel aux autorités organisatrices de la mobilité, mais aussi à l'écosystème, pour notamment mettre en place des conventions type article 28 de distribution, tester ça, gérer tout l'aspect répartition des recettes qui est plutôt complexe à gérer aujourd'hui, enfin, travailler sur tous ces chantiers et avec finalement une gouvernance commune et souveraine. Enfin, voilà, on parle beaucoup de ça aussi et on trouve que c'est important et c'est un sujet qu'on essaye de mettre en valeur et qu'on porte au niveau de l'État. Donc une fois que ça c'est dit, en fait finalement l'objectif c'est vraiment de pouvoir proposer une feuille de route qui s'intègre dans un contexte propice, voilà, avec l'ouverture à la concurrence, avec tout ce qui est en train de se déployer. Et bien sûr, en fait, ne pas s'arrêter de documenter tout ce qu'on fait, de sorte à pouvoir en faire profiter au maximum et le plus d'acteurs possible. Et donc finalement, à terme, l'idée c'est que ces deux visions-là se recroisent et puissent en fait permettre l'émergence de briques mutualisées, ouvertes et réutilisables par tous sur le plus long terme. Donc voilà, ça c'est pour la partie double objectif. Et donc pour terminer, je vais peut-être aller vite. Ouais. En tout cas, les prochaines étapes, donc 2023, finalement, ça a été l'occasion d'initier le projet, de travailler sur une feuille de route co-construite avec les autorités organisatrices de la mobilité, qui a été validée à l'été 2023 par l'ancien ministre des Transports, Clément Beaune. Mieux comprendre, appréhender l'écosystème. Et donc là, 2024, c'est l'année où on déploie, on accélère. Et donc l'idée, c'est d'abord de pouvoir annoncer les territoires pilotes de l'expérimentation. Ils sont toujours motivés, hein, ils attendent l'annonce, ça devrait arriver prochainement. Mettre en œuvre cette fameuse feuille de route via la passation d'un marché public qu'on sortira donc prochainement. Et enfin, donc, pouvoir lancer les expérimentations d'ici la fin de l'année 2024. Tout en continuant en parallèle de travailler sur l'ensemble des travaux engagés, que ce soit les aspects techniques, juridiques, marketing, liés à la communication, que j'ai pu aborder précédemment. Donc merci beaucoup. Merci. Merci Mélanie, merci d'avoir respecté le timing. Et du coup, on a du temps pour des questions de la salle sur ce projet titre unique. Tout en haut, on a monsieur qui lève la main. Ou après, il y a d'autres personnes. Si vous pouvez aussi vous présenter, s'il vous plaît. Merci.
Oui, bonjour, merci. Lionel Lepoutre, Sistra. J'entendais donc qu'on parlait pour l'expérimentation d'un lancement via une application mobile. Et de fait, pour moi, ça va bloquer donc l'accès au réseau fermé, je pense au métro, au RER. Et du coup, est-ce que ça veut dire que les territoires qui seront pilotes de cette expérimentation, ceux qui incluent justement du métro, etc., seront exclus de l'expérimentation, ou alors ça veut dire qu'ils sont prêts à dire l'expérimentation, elle sera valable sur un scope donné de notre territoire, et surtout, est-ce qu'après, du coup, est-ce qu'il va y avoir une sorte de schéma national ou de carte nationale, enfin quelque chose qui va être construit pour ce projet global et qui pourrait être mis à disposition de tous les territoires justement pour avoir une solution unique pour ce titre unique justement, pour tout ce type de problématique où justement on a besoin de badger, enfin de taper pour accéder au transport. Alors oui, pour la première partie de la question, en effet, les territoires d'expérimentation seront des territoires avec uniquement des réseaux ouverts. C'est un parti pris. L'idée, c'était de pouvoir aussi montrer des choses rapidement et sans impact sur les infrastructures physiques pour les AO, et de sorte à également limiter l'investissement qu'ils auraient à mettre pour rentrer dans l'expérimentation. Donc voilà, pas de spoil, mais en tout cas, c'est cette idée-là. Pour la seconde partie de la question, on peut le voir de deux manières. La première, ce serait de dire, nous, titre unique, on se raccorde à ce qui est fait à l'échelle locale. Finalement, quand on parle de réseau fermé, il n'y en a que 6 aujourd'hui en France. Bon, il y en a un très gros, mais il y en a d'autres. Et donc, voilà, comment faire le lien avec ce qui est fait à ces échelles-là locales pour faire remonter l'information et que nous gérions cette complexité à l'échelle titre unique, ou en effet faire la double boucle, quoi, et pouvoir proposer des spécifications à intégrer dans les réseaux fermés. Mais c'est juste que ce schéma-là prendra plus de temps que l'autre. Donc voilà, les deux sont étudiés. Merci. Je crois qu'il y avait une question devant. Sylvain Daou, encore moi, oui. Encore et toujours. Vous aviez une slide sur les questions d'interopérabilité. J'ai connaissance d'une littérature très foisonnante à ce sujet, beaucoup moins sur les questions économiques. Et du coup, est-ce que ça fait partie des enjeux que vous avez traités ou que vous allez traiter, parce que je ne le vois pas dans les groupes de travail à venir, dans la dernière diapo? Oui, c'est vrai, c'est peut-être un oubli. Il y a également tout l'aspect économique, bien sûr. Pour les deniers, pardon ? Pour les deniers publics. Pour les deniers, voilà. ouais. En effet, c'est vraiment un sujet. En fait, aujourd'hui, voilà, la DGITM pilote le projet, démarre l'expérimentation, mais bien sûr, il y a une réflexion qui est menée sur quel sera le schéma nominal à avoir, comment se construira cette gouvernance mutualisée État à haut, et bien sûr, et comment seront répartis les deniers publics, mais aussi l'aspect commission, etc., qui sera, ouais. Une question dans la salle un peu plus en haut. Bonjour, merci. Émilie Chassane pour le département des Yvelines. En complément de ce que vous commencez à parler de la gouvernance, du coup par rapport à ce qui se fait un petit peu dans les pays du Nord, sur lesquels ils sont beaucoup plus avancés sur le PAN et sur le titre unique, est-ce que ça ne va pas à l'encontre de ce qui est promu par la loi LOM, c'est-à-dire une décentralisation ou des actions très locales et très localisées pour répondre au plus près des territoires, si aujourd'hui on a plutôt une centralisation par ce type de titre unique, et comment vous allez gérer du coup cette ambivalence entre une nécessaire et une nécessité de contrôler par le haut, avec des réponses très très locales et très précises pour les territoires différents? Oui, merci. Alors déjà, on ne contrôle pas en orchestre, mais l'idée, en effet, c'est de ne pas faire de doublons. Enfin, aujourd'hui, les territoires locaux ont des réponses en fait pour des enjeux locaux, et on va dire que, à l'instar de ce qui peut être fait à l'échelle régionale, où il y a des enjeux régionaux, on estime en fait qu'aujourd'hui, il y a un besoin de coordonner tout ça à l'échelle nationale pour un besoin de déplacements nationaux.
Donc c'est un peu comme ça qu'on le voit. Après, bien sûr, voilà, il y a la décentralisation qu'on ne remet pas du tout en question. À côté de ça, la LOM aussi a promulgué d'autres articles, type l'article 25 qui dit vous devez remonter vos informations théoriques, dynamiques, que ce soit les horaires, les tarifs, etc. En fait, il y a déjà des choses qui, notamment demandées par la Commission européenne, qui doivent faire office de chapeau national. Et également l'article 28. Voilà, donc aujourd'hui, cette ambivalence-là, on la traite comme ça. Merci Mélanie. D'autres questions sur le titre unique? On a encore quelques minutes. Fabien Laurent, École des Ponts. Est-ce qu'on pourrait en dire plus sur l'unicité? Unicité de quoi? Du support, d'une plateforme d'information, uniformisation des processus d'interaction, de transaction pour accéder vraiment aux possibilités d'offres? Jusqu'où ça va? Oui, c'est vrai que le terme unique ne fait pas plaisir à beaucoup de monde. C'est pour ça que maintenant, on aime plutôt l'appeler support universel. Après, l'idée du mot unique, c'est plutôt de se dire un compte unique, un trajet unique, porte à porte, égale un paiement unique. C'est plutôt dans ce terme centré usager que le mot unique fait un petit peu son sens. Après, ce qu'on propose, bien sûr, du coup, ce que j'ai pu aborder dans la partie feuille de route, c'est de se dire, en effet, proposer des lignes directrices, travailler collectivement dessus, de sorte à peut-être aboutir un jour à une solution unique de paiement. Je suis pas sûre. Mais en tout cas, voilà, c'est plutôt cet aspect universel qu'on revendique dans le cadre du projet. Et si jamais je peux encore, pourriez-vous nous en dire un petit peu plus sur le hackathon? Quelle catégorie d'usagers ont participé à cette démarche-là? Oui, bien sûr. Je pense qu'il y en avait beaucoup de la salle déjà. Il y avait la moitié de la salle qui était dans les équipes. Ça reste des usagers, hein. Mais en fait, il y a eu une centaine de participants. L'idée, c'était de regrouper des équipes multidisciplinaires, des bureaux d'études, des autorités organisatrices de la mobilité, des opérateurs de transport, des vrais usagers. Non pas que vous êtes des faux, mais c'est cette idée d'étudiants, de représentants des usagers type FNOT, etc. Voilà, il y a un petit peu ce panel-là de sorte à avoir la vision usager, comprendre les enjeux, mais également pouvoir apporter des solutions techniques et pragmatiques sur le terrain, du vécu des AO, des opérateurs, des industriels qui étaient présents aussi. Ouais. Peut-être s'il y a dans la salle une ou deux dernières questions. Ghislain, tout en haut, de la fabrique. Ghislain de la Fabrique de mobilité. Ma question, Mélanie, c'est, tu as évoqué, et ça a été déjà, tu l'avais présenté avant, le fait que le titre unique puisse être distribué par des applications publiques ou privées tierces à terme. Est-ce que ce sera inclus dans la phase expérimentale, ou de manière certaine ou facultative, et aussi quel rôle ça joue dans le projet actuel et dans les arbitrages? Bon, le fait qu'il y aura sûrement un nouveau ministre bientôt, mais donc le projet peut évoluer, mais en l'état actuel du projet, est-ce que c'est une composante, on va dire, essentielle du projet, ou on va dire plus accessoire? Peut-être qu'on le fera, on verra, peut-être pas. Voilà. Quel est le niveau d'importance par rapport aux autres aspects du projet? À mes yeux, c'est un aspect important. Non, ça fait partie vraiment des aspects les plus importants aujourd'hui qu'on souhaite mettre en valeur dans le cadre du projet. Cette idée vraiment d'ouverture, on souhaite capitaliser, on ne souhaite pas que la documentation ne soit pas ouverte à tous. Donc ça vraiment parmi les top priorités. Après, en ce qui concerne l'expérimentation, c'est aussi un parti pris qu'on fait de dire on teste via une application nationale, on voit ce qui se passe, on voit l'appétence des usagers vis-à-vis de ça. Soit ça prend beaucoup, ce que je souhaite et dont je suis sûre, mais dans ce cas on la poursuivra, etc. et on travaillera sur cette application en parallèle de l'ouverture à d'autres. Soit on s'aperçoit même que cette application finalement ne fait pas l'unanimité, et dans ce cas on pourrait être amené à s'en délaisser au profit des applications locales, régionales et également privées. Donc voilà, on commencera en effet, pas avec cette ouverture, mais ça sera dans les bacs et ça sera travaillé en parallèle. Ouais. Dernière question. Dernière question de monsieur. Jacques Maléco, conseil en infrastructure et transport.
Ma question c'était, mais cette application existe aujourd'hui ou elle va être élaborée progressivement dans des régions? Aujourd'hui, elle n'existe pas. L'idée, c'est bien de la déployer fin d'année 2024, et du coup par l'État, oui, au niveau national. Merci. Je crois qu'il est 15h30, donc si on respecte le timing, on peut remercier Mélanie une fois encore. On peut aussi remercier donc Laurent, Joël et Sylvain pour leur intervention. Merci aussi à Pierre, que je n'ai pas mentionné, qui était rapporteur de cette première session, qui a pris des notes pour les éléments de mise à disposition. Merci à vous pour votre participation, pour vos questions. Et donc je crois qu'on a 30 minutes de pause avant une seconde session à partir de 16h dans cet amphi. À tout de suite, à tout à l'heure.